Rousselier, et je viens présenter une conférence qui est en partie tirée d'un livre qui va être publié cet automne, au mois de septembre ou peut-être début octobre. Un livre qui s'appelle « La force de gouverner, histoire du pouvoir exécutif en France au XIXe et au XXe siècle ». Alors cet ouvrage présente plusieurs parties, plusieurs dimensions. Ça aurait été probablement trop compliqué de présenter l'ensemble des dimensions. Donc j'ai choisi un thème qui est important pour comprendre l'évolution de l'exécutif en France entre le 19e et le 20e siècle, qui est le thème des présidents de la République. En gros, mon livre analyse comment on est passé d'une première tradition républicaine au 19e siècle, une première tradition qui était caractérisée par une très grande méfiance, pour dire le moins, une très grande méfiance à l'égard de l'exécutif, et comment on est passé aujourd'hui à une république qui est très largement fondée sur la force de l'exécutif. Voilà. Et on peut parler donc d'une deuxième tradition républicaine. Alors, pour parler des présidents de la République, je pense que nous serions tous d'accord pour commencer par dire que la vie politique française est aujourd'hui concentrée sur le rôle du président de la République. C'est vrai que depuis 1958, qui est la date de la création de la Ve République, le président dispose de pouvoirs juridiques très importants qui lui ont été donc donnés, qui ont été définis dans le texte de la Constitution. Mais ce qui est encore beaucoup plus vrai que les aspects juridiques, c'est que le type de vie politique, et on pourrait ajouter le type de vie médiatique, qui s'est construit depuis 1958, au cours des années 1960, et dans lequel nous vivons toujours, ce type de vie politique permet au président de la République de jouer le premier rôle. Alors, il peut y avoir à certains moments, et il y a eu à certaines époques, une concurrence médiatique entre le Premier ministre et le président, y compris en dehors des cohabitations. Mais à la fin, on peut dire que c'est toujours le président qui gagne, en tout cas jusqu'à maintenant. C'est toujours le président qui est la figure centrale de la vie politique, parce que justement, il peut jouir de ce rôle de centre de l'attention, notamment au moment des crises. Et on a eu un bon exemple cette année, au mois de janvier, lors des attentats à Paris, où il est très clair, il est très net, en tout cas c'est ce que les commentateurs ont dit, il est très net que François Hollande, le président de la République, avait d'une certaine manière repris la main de son statut, de sa fonction, et qu'il avait notamment repris la main par rapport à un Premier ministre plus jeune, plus dynamique, qui commençait à lui faire aussi de la concurrence, alors même qu'ils appartiennent à la même formation politique. Donc les temps de crise favorisent aussi ce rôle du président. Le président donc est le premier personnage politique en France et il le doit, c'est le facteur principal, il le doit à son élection qui est l'élection la plus importante, la plus centrale dans la vie politique française et qui est devenue, depuis 1965, la première élection présidentielle, qui est devenue l'événement politique numéro 1 en France. On peut très bien soutenir que la Ve République a affaibli, et on peut même dire considérablement affaibli, le Parlement, le rôle du Parlement. Et que donc la Ve République, de ce point de vue-là, serait une sorte de mauvaise république parlementaire, en ce sens qu'elle a affaibli la richesse des débats politiques. Mais ce qu'on ne peut pas enlever à la Ve République, c'est qu'elle a réussi à rendre populaire, par la pratique, l'élection du président, l'élection du boss, l'élection du capitaine, qui réussit encore de nos jours à rassembler un très grand nombre d'électeurs, beaucoup plus qu'aux États-Unis lors d'une élection pour le président américain. En France, le taux de participation de l'élection présidentielle s'élève souvent à 80% et a plusieurs fois dépassé largement les 80%. Donc les présidents sont aujourd'hui des personnages importants, puissants, ce qui ne veut pas dire efficaces, mais en tout cas ils ont les pouvoirs de l'être. Ils ont les pouvoirs, la possibilité, les instruments, les moyens d'être efficaces dans leur politique. Pourtant, et c'est ça le sujet que je voudrais vous montrer, cela n'a pas toujours été le cas. Il y a des présidents
tels qu'ils sont apparus au XIXe siècle, à partir du milieu du XIXe siècle, qui n'ont pas toujours bénéficié de cette puissance. Si on prend le cas, notamment, c'est celui sur lequel je vais me pencher, le cas de la Troisième République, qui commence par la proclamation en 1870 et qui a son premier président de la République à partir de 1871. Si on prend donc les présidents de la Troisième République, qui pour le moment est toujours la plus longue des républiques, il faut attendre 2028 pour que la Cinquième République réussisse à battre la Troisième République. Donc c'est le régime qui a duré le plus longtemps, depuis 1789. Disons que la Troisième République, c'est le premier régime politique en France qui réussit à ancrer, à vraiment construire en France un régime durable. Ce qui ne veut pas dire que ce régime était stable ou n'avait pas de crise, mais au moins il a été durable. Dans cette Troisième République, quand on se penche sur le rôle des présidents, on a un tout autre portrait que celui des présidents de la Cinquième. Les présidents de la Troisième République sont faibles, ont un rôle extrêmement limité, et c'est précisément cette limite qui définit la première tradition républicaine. La première tradition républicaine en France est caractérisée par cette méfiance à l'égard du pouvoir exécutif. En fait, beaucoup de républicains, quand ils écrivaient avant 1870, beaucoup de républicains, quand ils envisageaient une future république, notamment une république utopique, imaginaient qu'on pourrait carrément supprimer le pouvoir du président et le président lui-même, pas physiquement, mais la fonction de président. Donc inventer une république sans pouvoir, en tout cas une république qui serait uniquement une machine à légiférer et qui n'aurait pas besoin d'un exécutif mis à distance du législatif. L'idéal de beaucoup de républicains était en fait un pouvoir collégial. Un pouvoir collégial qui serait directement choisi dans l'Assemblée représentante de la nation. Alors après 1870, le rêve républicain radical est passé, donc il y a eu un compromis, et la Troisième République s'installe avec un président de la République, mais avec des pouvoirs faibles. Alors les pouvoirs faibles du président de la Troisième République, on peut le voir comme le font les juristes, à travers l'exégèse de la Constitution, mais il y a des moyens beaucoup plus simples de l'attester, même si ces moyens n'ont pas souvent été examinés. Moi, je l'ai fait pour mon livre. Des moyens qui sont très simples. D'abord, le budget. Le budget du président de la Troisième République est extrêmement faible, extrêmement limité, puisqu'il enregistre une baisse, il est 20 fois inférieur au budget de l'empereur, de Napoléon III, qui précédait, et au budget de tous les chefs de l'État depuis 1791. Depuis 1791, on avait installé en France une pratique britannique de voter la liste civile. La liste civile veut dire le budget du chef de l'État, monarque, empereur. Et ce chiffre était resté le même, quel que soit le régime, de 25 millions. 25 millions de francs au XIXe siècle, c'est une somme énorme, ce qui permettait le faste de la monarchie, même limité, et le faste surtout du Premier et du Second Empire. Sous la Troisième République, on réduit comme ça le budget de 25 millions à 1 200 000. Et encore, il est voté chaque année. Donc il est sous la surveillance permanente du Parlement. Le deuxième moyen de voir aussi cette réduction, c'est de voir qu'il y a un entourage, ce qu'on appellerait, si vous voulez, en termes américains, un staff, les conseillers du président, un entourage qui est extrêmement limité. Le nombre de conseillers présidentiels sous la Troisième République se tient dans une fourchette qui va de 4 à un maximum 10 personnes. Et encore, je pourrais aller dans le détail, ces personnes, surtout au début de la Troisième République, peuvent difficilement être qualifiées de conseillers politiques. Autrement dit, il n'y a par exemple aucun spécialiste de politique étrangère. Il n'y a aucun diplomate, sauf si on considère que le chef du protocole est un diplomate, mais il n'y a aucun diplomate spécialiste auprès du président de la République. Il a vaguement un conseiller parlementaire, si vous voulez, l'équivalent d'un directeur de cabinet, mais là aussi, c'est un personnage souvent assez faible. Donc quasiment pas de staff, personne pour le conseiller. Donc la conséquence, c'est que le président de la Troisième République n'a pas de pouvoir d'information, c'est-à-dire qu'il n'a pas le pouvoir de recevoir des informations, et comme il n'a pas d'informations,
il a très peu de pouvoir de décision. L'information en politique, c'est le nerf de la guerre. Et le nerf de la guerre, c'est ce qui permet de peser sur le processus de décision. Concrètement, ça veut dire qu'un président de la Troisième République, quand il accueille les ministres au Conseil des ministres, qui quand même continue à se tenir à l'Élysée, ce qui symboliquement est assez important. Et quand il accueille le président du Conseil, c'est le nom qu'on donne à l'époque au Premier ministre, entouré des autres ministres, en fait, le président de la République découvre les sujets au moment où ils sont évoqués par les ministres. Il n'a aucun dossier, aucune note de synthèse, il n'a rien pour pouvoir intervenir dans la discussion. Donc l'habitude se prend très vite, chez les présidents de la Troisième République, de ne pas intervenir. De ne pas intervenir dans la discussion, ni pour la nourrir, ni pour objecter à ce que peut dire un ministre, et surtout pas pour conclure. Parce que la conclusion d'un débat au sein du Conseil des ministres appartient au président du Conseil. C'est lui qui doit tirer une synthèse de tout ce qui a été dit par les ministres pour pouvoir dire, finalement, nous allons faire ceci. Finalement, nous allons présenter tel projet de loi, ou nous n'allons pas le présenter. Donc, le président de la Troisième République est un peu le muet du sérail, il faut bien le dire, lors de cette pratique des conseils des ministres. Un autre élément qui ajoute à la faiblesse, c'est que le président de la République n'est plus du tout, alors qu'il espérait l'être au début, n'est plus du tout le chef de l'armée, de manière réelle. Il n'est pas le commandant en chef, pour prendre une expression américaine, il n'a en fait aucun lien direct avec le commandement militaire. Donc le président ne commande pas au commandement militaire. Et ça aussi, c'est une source de faiblesse extrême, parce que du coup, il y a une mise à distance, une coupure, si vous voulez, entre le pouvoir exécutif politique, le président de la République, et puis la chose militaire, l'armée, le haut commandement. On en a un très bon exemple avec l'affaire Dreyfus. Pourquoi il y a l'affaire Dreyfus? Il y a beaucoup de raisons. Il y a des raisons sociales, politiques, l'antisémitisme, etc. Mais il y a aussi une raison constitutionnelle. La raison de l'affaire Dreyfus, c'est le compartimentage entre les secteurs militaires et les secteurs civils. Le pouvoir civil ne commande pas aux militaires. Le militaire jouit d'une très, très grande autonomie. C'est pour ça que, bon, je caricature un peu, mais à peine, c'est pour ça que les militaires ont pu fabriquer leurs faux, le dossier des fausses preuves, sans grande difficulté, sans aucun contrôle. Donc on est dans une situation où l'affaire Dreyfus se développe et le président de la République ne peut absolument pas agir sur la machine infernale qui est lancée, c'est-à-dire cette dynamique en quelque sorte de fabrication de faux qui caractérise le comportement du haut commandement. Et puis, dernier élément qui souligne la faiblesse des présidents, c'est qu'ils sont étroitement contrôlés par le Parlement. Et la manière de contrôler les présidents, c'est très simple, c'est que ce sont les parlementaires qui choisissent le président. Le président n'est pas élu par le peuple, donc on n'est pas aux États-Unis, dans ces années 1880-1900, on est dans un système à l'ancienne, où donc les députés et les sénateurs réunis à Versailles, dans le Congrès, élisent le président de la République. Et l'habitude, très rapidement, se prend, parce que la majorité des républicains, des députés et des sénateurs sont républicains, au sens français du terme, c'est-à-dire de gauche, l'inverse des États-Unis. Comme ils sont de gauche, il y a cette première culture politique républicaine de méfiance à l'égard d'un président fort. Ils se méfient d'un président qui risquerait d'être populaire, d'augmenter son pouvoir et pourquoi pas de terminer en dictateur ou en empereur. Donc il y a toujours ce spectre qui habite les parlementaires républicains de gauche. Donc l'habitude se prend de choisir non pas un nul, encore que, on pourrait citer un ou deux exemples de présidents qui étaient presque nuls, mais de choisir une personne conciliante, un second couteau, c'est revendiqué comme tel, un second couteau qui pourra justement être une personne capable de favoriser les compromis au sein du Conseil des ministres. Parce qu'à l'époque, les gouvernements sont des gouvernements de coalition, et donc on choisit une personne qui a des qualités d'entre-gens, de sympathie, et qui en tout cas ne fera pas de l'ombre au pouvoir parlementaire. Alors un exemple de ce type de vote, ce sont les candidats à l'élection présidentielle qui étaient, eux, des personnalités très importantes, des vedettes politiques, et qui ont été précisément battus, par peur d'un président qui serait trop fort. L'exemple le plus célèbre, en janvier 1920, c'est Clémenceau. Clémenceau est célèbre, il est considéré
en partie à tort d'ailleurs, il est considéré comme celui qui a gagné la guerre, hein, la Première Guerre mondiale, c'est le père de la victoire, et il est battu par des sénateurs et des républicains, entre autres parce qu'il y a des catholiques qui n'aiment pas l'anticlérical Clémenceau, un divorcé, mais c'est aussi parce que vous avez des républicains de gauche qui ne votent pas pour Clémenceau par peur d'un président trop fort. Donc, si vous voulez, c'est un verrou, hein, c'est une clé de sûreté de la première tradition républicaine pour empêcher un président qui soit trop puissant. Alors, on pourrait faire un jeu un peu cruel, un quiz, en vous interrogeant sur les noms des présidents de la Troisième République entre 1871 et 1914. Alors, vous connaissez tous Adolphe Thiers, le premier. Vous connaissez probablement MacMahon, hein, Maréchal MacMahon, le deuxième. Peut-être le troisième, Jules Grévy. Puis ensuite, ça doit être assez difficile. Si je demande à Laurent Patenaude de me citer le quatrième, il aura du mal. Bon, voilà, donc les Casimir Perier, Félix Faure, Émile Loubet, Paul Deschanel, Gaston Doumer, Paul Doumer, pour citer quelques-uns, sont maintenant pratiquement des inconnus de l'histoire. Il faut vraiment être érudit, ou en tout cas avoir le goût de l'histoire républicaine pour connaître ces noms-là. Évidemment, c'est à mettre en contraste avec les présidents de la Cinquième, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. De Gaulle, évidemment, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande. On peut les citer tous facilement. Pas simplement parce qu'ils sont nos contemporains, mais parce qu'ils ont joué un rôle bénéfique ou maléfique, peu importe, ils ont joué un rôle important. Alors, ces présidents, en général, on les présente de manière extrêmement anecdotique. C'est comme ça que les livres d'histoire en parlent. Soit de manière croustillante, par exemple, un président assez galant homme, qui était Félix Faure, je passe pudiquement, ou des présidents qui ont terminé dans une situation un peu difficile, un peu délicate, hein, comme le président Deschanel, qu'on a affublé de coups de folie, qu'on appelle le président fou. Alors en fait, c'était inexact, il était simplement dépressif, mais qui a fait beaucoup rire. Ou bien des présidents qui ont laissé un destin tragique, qui ont été assassinés. Hein, il y en a eu deux, Sadi Carnot et Paul Doumer. En général, la manière de traiter historiquement la présidence de la Troisième République s'arrête là. Hein. Les historiens restent finalement dans l'anecdotique. Et je pourrais m'arrêter là. Et la conférence pourrait être terminée. Mais je voudrais justement aller à l'encontre de cette légende un peu facile sur les présidents de la Troisième République, et notamment aussi pour critiquer la manière dont on raconte le début de la Cinquième République. Parce que si on a donné une image aussi caricaturale des présidents de la Troisième et de la Quatrième République, par exemple René Coty, c'est précisément parce qu'on a voulu souligner, en 1958, l'effet de rupture. Si vous voulez, même s'il faudrait faire des nuances, il y a un grand nombre de personnes qui ont écrit sur la Cinquième République, sur De Gaulle, et qui ont eu évidemment la tentation d'exalter le rôle de Gaulle en général, mais surtout son rôle de fondateur d'une nouvelle République. Son rôle comme homme de la rupture. En gros, tout était nul avant, et à partir de Gaulle, tout est fort et puissant. La France est redressée. Donc ça, c'est la version gaulliste, qu'on peut trouver d'ailleurs dans des livres d'histoire constitutionnelle, qui a alimenté, du coup, la mauvaise image des présidents de la Troisième République. Or, je voudrais ici montrer dans cette conférence que, en histoire, les ruptures totales n'existent jamais. Et si De Gaulle peut bénéficier, à partir de 1958, d'un pouvoir aussi fort, aussi élargi, c'est précisément parce qu'il y a eu un travail, on peut vraiment parler d'un travail politique, qui a été effectué avant lui. Un travail politique assez souterrain, qui n'a pas été vraiment souligné, mais qui est très important et qui permet de comprendre, en fait, la transition entre la première tradition républicaine et la deuxième tradition républicaine. Alors, pour comprendre, à mon avis, comprendre pourquoi les présidents de la Troisième République ont réussi, malgré des pouvoirs politiques très limités, ont réussi à émerger de la médiocrité, il faut s'intéresser à un domaine qui, là aussi, a été très longtemps négligé, qui est le domaine du symbolique, le rôle symbolique des présidents. Alors c'est un peu paradoxal parce que quand on dit symbolique, en général, on veut dire un rôle très limité, un rôle en fait superficiel, artificiel. Alors je voudrais montrer ici, dans ce qui va suivre,
que le rôle symbolique des présidents a précisément été développé, et c'est par ce domaine, par le domaine des cérémonies, des voyages des présidents de la République, que les présidents ont retrouvé un rôle national. Alors, c'est pourtant un domaine qui a souvent été, là aussi, critiqué, qui a souvent été le fait d'anecdotes croustillantes, en fait, qui a été l'objet d'une tradition de moquerie. On s'est longtemps moqué, à commencer d'ailleurs par De Gaulle, on s'est longtemps et souvent moqué de ces présidents qui inauguraient des salons, de peinture, inauguraient le salon des chrysanthèmes à Bagatelle, au Bois de Boulogne, et qui donc n'avaient aucun rôle réel. Or, ce que je voudrais montrer, c'est un peu une gageure, mais ce que je voudrais montrer dans cette conférence, c'est que, à partir d'un rôle qui paraît presque risible, tellement il est ridicule, il y a du politique qui a commencé à se construire. Alors, dans une première partie, je vais montrer comment a été inventée cette politique cérémonielle, c'est le nom que je donne à ce phénomène, comment a été inventée la politique cérémonielle des présidents. Alors, la première chose qu'on peut noter, c'est que la politique cérémonielle des présidents n'était pas du tout prévue au départ. Dans le logiciel républicain du XIXe siècle, il ne devait pas y avoir de faste et de prestige du président. Parce que les républicains du XIXe siècle, non seulement se méfiaient de tout pouvoir juridique des présidents, du chef de l'État, mais peut-être plus encore, ils se méfiaient de tout ce qui est imperceptible, informel, dans le pouvoir et le prestige d'un chef de l'État. Au fond, quand on critique la monarchie, et plus encore quand on critique l'Empire, c'est pas tant les pouvoirs de décision que l'on critique quand on parle de Napoléon III, c'est le pouvoir, c'est ce que disent certains républicains, c'est le pouvoir du prestige, ce prestige qui a hypnotisé le peuple. Et les deux Napoléons ont été très forts dans ce registre pour éblouir le peuple, et finalement, c'est ce que disent les républicains, en éblouissant le peuple par le prestige militaire, le prestige de la cour, le prestige de la fête impériale, ils empêchent les citoyens, le peuple comme individu, de penser par eux-mêmes, de pouvoir élaborer leur propre pensée politique. Donc le prestige est en fait la cible des républicains, peut-être encore plus que les pouvoirs juridiques du chef de l'État. Et c'est pour ça qu'au début de la Troisième République, ils ont complètement cassé la possibilité d'une politique de prestige. D'où ce budget qui est ridicule, qui est extrêmement réduit, et le fait donc que le faste républicain, au départ, n'existe absolument pas. On peut dire aussi que la nouvelle génération républicaine, ce que j'appelle moi souvent la génération Gambetta, qui est incarnée par Léon Gambetta, est une génération qui est beaucoup plus rationaliste, positiviste que la précédente. La génération républicaine de la première moitié du XIXe siècle est encore une génération romantique qui idéalise le souvenir de la Révolution et qui idéalise dans le souvenir de la Révolution les épisodes de religion civile, les épisodes de culte révolutionnaire. Vous savez, ces épisodes où, à l'époque du gouvernement révolutionnaire, à l'époque de la terreur, en fait, on a tenté de lancer des religions de substitution, des religions qui se substituent au culte chrétien, le culte chrétien étant interdit à ce moment-là. Donc c'est le culte de la raison, et ensuite, avec Robespierre, le culte de l'être suprême. À partir du milieu du XIXe siècle, influence d'Auguste Comte notamment, chez la nouvelle génération de républicains, la génération Gambetta se trouve beaucoup plus critique par rapport à la Révolution, elle fait le tri, et dans le tri qu'elle opère, elle a tendance à éliminer ces épisodes grandiloquents qui paraissent surdimensionnés, ces épisodes de religion civile. Et elle se méfie de la religion civile parce que justement, la religion civile, c'est aussi un moyen d'éblouir le peuple et d'empêcher le peuple de penser la politique de manière individuelle. On pourrait dire, si vous voulez, que cette génération Gambetta, elle est laïque, elle est laïciste du point de vue de la religion chrétienne, c'est la génération qui va faire la grande politique de laïcisation scolaire, mais elle est aussi laïciste du point de vue de sa propre tradition. C'est-à-dire qu'elle va faire un certain nombre de cérémonies, elle va rétablir le 14 juillet comme fête nationale, mais pas tellement plus. Elle ne va pas faire de grandes cérémonies, par exemple. Il n'y aura pas de grandes fêtes de la Fédération sur le Champ de Mars ou je ne sais où. Elle restera très méfiante
à l'égard de grandes cérémonies publiques qui risqueraient à chaque fois de mettre en scène un personnage unique. Ça avait été le cas avec Robespierre, lors de la fête de l'être suprême. Donc, ça commence très mal, si vous voulez, pour cette politique cérémonielle. En réalité, le premier président républicain, Jules Grévy, le premier président vraiment sorti du rang du parti républicain, qui est président assez longtemps, qui fait un mandat et demi, Jules Grévy a justement appliqué à la lettre ce programme républicain. Alors c'est très simple, il ne sort pas de l'Élysée, ou quasiment pas. On pourrait parler, sans faire d'allusion croustillante, d'abstinence présidentielle. Il ne fait pratiquement aucune cérémonie, sauf les cérémonies obligatoires. Par exemple, quand on accrédite un ambassadeur étranger, mais ça se fait à l'intérieur de l'Élysée. Il ne donne aucun bal, donc il y a la volonté de ne faire aucune cour de substitution, une cour républicaine qui aurait pris la suite de la cour de l'Élysée du temps de Napoléon III. MacMahon avait un tout petit peu essayé, mais de manière limitée. Jules Grévy, il n'y a aucun bal, il ne se passe rien au 14 juillet ou presque, il n'y a pas de garden party, il n'y a rien qui puisse mettre en valeur la personne du président. Donc il ne fait pratiquement aucun voyage, aucune sortie, sauf un peu dans Paris pour une ou deux inaugurations, mais c'est vraiment le service minimum. Alors on peut trouver ça ridicule, nous-mêmes, on peut trouver que c'est une erreur, en quelque sorte, médiatique de la part de Jules Grévy, mais justement l'attitude de Jules Grévy est fondée sur cet idéal républicain. Et Jules Grévy le dit très clairement, il le dit explicitement, son abstention cérémonielle s'explique par le fait qu'il ne veut pas influencer les électeurs. Il ne veut pas développer un prestige autour de la personne du président pour ne pas éblouir le peuple et pour laisser le peuple être totalement libre de son choix électoral. Alors, l'attitude de Jules Grévy est finalement, on pourrait dire, le programme véritable des Républicains. Pourtant, il ne va pas durer. Parce qu'à partir de 1886, la seconde moitié des années 1880, arrive un épisode qui est en fait le premier épisode de crise profonde de la Troisième République, qui s'appelle le boulangisme. Du nom, bien sûr, du général Boulanger. Le général Boulanger, c'est plus ou moins un républicain, en tout cas c'est un général qui était ministre de la guerre, et qui devient populaire, pratiquement comme ça, qui devient populaire en quelques jours, en quelques semaines. C'est vraiment un phénomène très moderne de popularité médiatique, avec des moyens très modernes employés par les boulangistes, pour populariser l'image, au sens concret du terme. Alors il y a des foulards, il y a de la vaisselle avec l'effigie de boulanger, il y a des colifichets. Si à l'époque il y avait eu des t-shirts, on aurait fait des t-shirts avec le portrait de Boulanger, et ça marche. Le problème pour les Républicains, c'est que ça marche. Ça marche dans l'ensemble de la population, et problème supplémentaire pour les Républicains, c'est que ça marche notamment très bien auprès des classes populaires. Et Jaurès, par exemple, qui n'est pas encore socialiste à cette date, et qui est encore très jeune, Jaurès le note avec lucidité, il dit là nous avons un problème. La République se fait doubler sur sa droite par le phénomène de popularité. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Alors que d'autres républicains, comme Jules Ferry, avaient dit, Jules Ferry c'est quelqu'un qui est très rationaliste, franc-maçon, positiviste, donc pour lui, c'est un engouement passager. C'est une passion irrationnelle qui va très rapidement retomber comme un soufflet. Jaurès, lui, ne pense pas ça. Et Jaurès se dit, c'est un symptôme. C'est pas juste une maladie temporaire, c'est un symptôme. C'est le symptôme que le peuple, et notamment la classe ouvrière, fait divorce avec la République. Donc il faut prendre au sérieux le boulangisme. D'autres républicains font le même constat, et à partir de là, une nouvelle politique s'installe. Une politique, ce que j'appelle la politique cérémonielle, des présidents républicains, qui commence avec le président Sadi Carnot, le successeur de Jules Grévy. Sadi Carnot, bon, il a un nom célèbre, mais lui-même n'est pas du tout charismatique, il n'est pas spécialement bon, si on peut dire, dans ses déplacements, mais justement, il y a un certain nombre de conseillers qui vont demander à Sadi Carnot de créer une nouvelle tradition, de créer et d'inventer une nouvelle tradition républicaine qui consiste à promener littéralement le président de la République, son effigie, mais en chair et en os, si je puis dire, de promener son effigie partout en France
pour faire, je cite une expression justement de son principal conseiller, pour faire une propagande par la vue. Propagande par la vue. Il faut montrer la République, non pas à travers des slogans abstraits, comme liberté, égalité, fraternité, mais à travers une personnalité. Il faut mettre, autre expression, un visage sur la République. Donc à partir de 1887, Sadi Carnot va, sur commande, venir concurrencer le général Boulanger sur le terrain de Boulanger, sur le terrain de aller vers la foule, prendre des bains de foule, ou presque. Il y aura encore un protocole qui empêche le bain de foule. Donc il n'y a pas de serment de main. Mais il y a ce contact direct, les sourires, les discours et le contact avec les Français. Et ça marche. La contre-offensive lancée par les Républicains à travers Sadi Carnot, alors même, encore une fois, que Sadi Carnot, ce n'était pas forcément le meilleur client, ce n'était pas le bon client pour faire ça, mais ça a marché. Ce n'est pas la seule raison de l'échec du boulangisme, mais c'est l'une des raisons. L'une des raisons de l'échec du boulangisme, c'est que la République a réussi à inventer un nouvel instrument politique dont elle ne voulait pas se servir jusque-là, qui est l'instrument, justement, de la personnalisation du pouvoir. Problème, la personnalisation du pouvoir, c'est exactement le contraire de ce qu'espéraient les républicains de la génération Gambetta. Gambetta est d'ailleurs mort à ce moment-là, hein, donc il ne peut plus lui-même critiquer cette personnalisation, mais c'est de ça dont il s'agit. Et dans ces années 1880, donc, il y a aussi cet élément très intéressant à travers cette invention des voyages présidentiels, le fait que les républicains comprennent qu'en politique, l'image est parfois aussi importante, en tout cas l'image doit précéder le message, et qu'elle a un impact politique parfois plus important que le contenu du discours. Et donc il ne suffit pas de faire l'école de Jules Ferry, il ne suffit pas d'enseigner aux enfants les nouvelles valeurs républicaines, la morale républicaine, l'éducation civique, il faut aussi, pour le peuple, notamment la classe populaire, il faut aussi du spectacle. Il faut un spectacle républicain. Alors, je voudrais justement montrer dans ma deuxième partie comment ce spectacle républicain a été un énorme succès dans ces années. Donc on parle ici des années 1890, 1900, la belle époque, hein, 1900-1910. Ça continue dans l'entre-deux-guerres, malgré les crises de l'entre-deux-guerres, et ça continue encore sous la 4e République. Et en fait, ce succès cérémoniel continue aussi au début de la 5e République. Et De Gaulle en bénéficie, il ne l'invente pas. Alors, le succès cérémoniel des présidents de la 3e République peut s'expliquer au moins pour 3 raisons. Là, je suis assez pédagogique, hein, mais c'est pour éviter les endormissements précoces. Première raison, les voyages sont très fréquents. C'est-à-dire que les présidents de la 3e République ne se contentent pas d'avoir battu Boulanger, même après la fin misérable, il faut bien le dire, de Boulanger, qui se suicide rapidement, même après la fin du boulangisme, ils auraient pu s'arrêter là et se dire, bon, on a utilisé un instrument assez peu républicain en raison de la crise, mais maintenant nous revenons à la jurisprudence de Jules Grévy. En fait, pas du tout. Même en période de calme, après le boulangisme, ils vont continuer cette pratique. Cette pratique va donc s'ancrer et va devenir une véritable tradition républicaine. On le voit par la fréquence des voyages, mais aussi par la construction du calendrier politique. À savoir que les voyages des présidents vont être placés dans des fenêtres de tir lorsque le Parlement n'est pas en session. Et ça, c'était très intelligent. Parce que pendant que le Parlement est en session, la vie politique, telle qu'elle est reproduite dans les journaux, elle est absorbée par les discours parlementaires. Il faut savoir qu'à l'époque, les journaux reproduisent, parfois même in extenso, les discours, les meilleurs, hein, bien sûr, les meilleurs discours des séances parlementaires. Parce qu'à l'époque, effectivement, la vie parlementaire est extrêmement riche, extrêmement éloquente. Donc, pendant qu'il y a une session parlementaire, la vie parlementaire et la vie politique est complètement absorbée. Et puis, il y a aussi une question de préséance républicaine. Dans la théorie républicaine, c'est le Parlement, notamment la Chambre des députés, qui représente la nation, qui a préséance sur l'exécutif. Donc l'exécutif ne peut pas faire une concurrence médiatique quand le Parlement est en séance. En revanche, pendant les vacances parlementaires, rassurez-vous, il y en a quand même beaucoup. Pendant les vacances parlementaires, notamment pendant tout l'été, enfin une partie de l'été, là, il y a un créneau
que vont occuper les présidents de la République. Et là, ils vont occuper ces créneaux par les voyages présidentiels. Ça permet donc une médiatisation des présidents. Les voyages, alors qu'ils sont en fait très répétitifs dans leur modalité, dans leur mise en scène, pourtant, malgré la routine, les journaux ne cessent de rendre compte de ces voyages. C'est très très ennuyeux à lire, j'en ai lu beaucoup, mais en tout cas au début, c'est toujours la même chose. Et pourtant, les journaux ne cessent de mettre en première page, le compte-rendu de ces journaux. Et ces comptes-rendus sont extrêmement élaborés. Ça rappelle un peu les éléments de langage, comme on dirait aujourd'hui. Parce qu'ils sont élaborés in situ par le directeur de l'agence Havas, qui est un peu une sorte d'agence de presse officielle, qui fait partie du cortège présidentiel et qui écrit, avec le directeur de cabinet du président, qui écrit le compte-rendu officiel. Et en général, c'est ce compte-rendu officiel qui est reproduit dans les journaux. Donc vous avez un formatage, une uniformisation qui est très bien faite pour justement exalter le succès de chacun des voyages. Donc à chaque fois, on va dire que le président a rencontré un succès énorme, qu'il a été accueilli par des jeunes filles qui lui ont donné des bouquets de fleurs, etc., etc. Mais on peut rire de tout cela, mais en même temps, le voyage présidentiel a réussi à créer une véritable équipe de journalistes qui deviennent des journalistes officiels. On appelle ça donc les journalistes présidentiels. Ils reçoivent même un titre, c'est extrêmement formalisé, ils reçoivent un titre. Il y a une association officielle des journalistes présidentiels accrédités. Ils ne sont pas plus de 30. Ils représentent la crème du métier. C'est le top du top. Et autre chose intéressante, dans le sens de l'innovation médiatique, ce sont les voyages présidentiels qui accueillent pour la première fois les premiers opérateurs de cinéma. Un petit peu avant la Première Guerre mondiale, 1912-1913, les voyages présidentiels de Fallières et les premiers voyages de Poincaré reçoivent la visite, sont filmés, et donc font l'objet des actualités cinématographiques. Et à partir de cette date, c'est un nouvel atout qui entre dans la panoplie des présidents de la République, c'est qu'ils vont être des personnages de plus en plus médiatisés grâce aux actualités cinématographiques. Il y aurait vraiment un ouvrage à écrire sur le rôle des actualités cinématographiques dans la vie politique et la transformation de la vie politique, parce qu'à partir du moment où vous avez les actualités cinématographiques, la République n'est plus la même. Elle ne peut plus être cet idéal de gouvernement anonyme, comme on disait au XIXe siècle. Elle est de plus en plus personnalisée, autour des présidents de la République, et de plus en plus aussi autour des présidents du Conseil. Et dans l'entre-deux-guerres, vous savez que c'est le moment où les Français, avec les années 50, c'est le moment où il y a le maximum de spectateurs dans les salles de cinéma, et tous ces spectateurs, ils regardent aussi les actualités cinématographiques, qui passent avant le premier film de la séance. Donc ça a beaucoup servi au succès des présidents. Un deuxième moyen de juger le succès des voyages, tout simplement, c'est de compter. On a des chiffres, alors ils sont peut-être un peu aléatoires, mais on a un certain nombre de chiffres pour savoir combien de spectateurs venaient applaudir le président Loubet ou le président Fallières lors de leur visite. On a des chiffres parce que les journalistes ont fait leur travail. Et on sait par exemple que le voyage de Félix Faure à Marseille rassemble 150 000 personnes. On sait aussi que le voyage du tsar Nicolas II, le premier voyage du tsar en France en 1896, avec le président Félix Faure, a peut-être rassemblé 2 millions de personnes dans la rue. 2 millions de personnes. Entre eux, ce qui à l'époque s'appelait l'avenue du Bois de Boulogne, aujourd'hui l'avenue Foch, ils remontent jusqu'à l'Étoile et ensuite ils descendent les Champs-Élysées jusqu'à la Concorde. Sur l'ensemble de ce parcours, c'est assez long, c'est le début du marathon de Paris et c'est la fin du marathon de Paris, sur ce parcours, il y a 2 millions de personnes. Parce qu'il y a des journalistes qui sont allés compter le nombre de personnes dans les hôtels, les garnis, pour savoir combien de touristes. Ils sont allés compter le nombre de personnes arrivées dans les gares, le nombre de Belges, d'Allemands, de touristes, de provinciaux. Et avec ce type de chiffre, on arrive au chiffre absolument incroyable de 2 millions de personnes. Et c'est probablement un chiffre authentique et à peu près exact. Il est intéressant de noter que les journaux de droite comme de gauche ont appelé à descendre dans la rue pour aller fêter l'alliance franco-russe. Et aller fêter aussi la République à travers cela. Même les journaux monarchistes ont appelé à descendre dans la rue pour fêter ce spectacle. Enfin, un dernier élément qui explique le succès,
c'est que les présidents républicains ont été très habiles pour développer un protocole qui soit un protocole très différent de l'ancien protocole des voyages des rois et des empereurs. Parce que les rois et les empereurs voyageaient en province. Et c'était un instrument de règne pour les rois de l'Ancien Régime ou les rois et les empereurs du XIXe siècle. Donc la crainte des républicains, c'est que le voyage mette en valeur de manière trop ostensible le président. Or, un protocole républicain s'est progressivement établi pour que le voyage présidentiel soit la fête de la République d'un point de vue collectif. Alors pour vous donner 2 ou 3 exemples, le président de la République, par exemple, est placé dans une sorte de calèche, ce qu'on appelle une douaumont, et cette calèche n'est pas du tout fastueuse, il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de lettres écrites en lettres d'or, et le président n'est jamais seul dans cette calèche. Il est toujours entouré d'un préfet, ou il est entouré du député local ou du maire de la ville qu'il visite. Il n'a pas le droit de se mettre debout, par exemple, pour saluer la foule. Et j'ai vu dans le site de l'INA, j'ai visionné pas mal d'actualités cinématographiques, on voit apparaître un petit changement républicain, une petite entorse républicaine, avec Vincent Auriol. Vincent Auriol, vous allez dire que c'est le petit bout de la lorgnette, mais Vincent Auriol ose se lever pour saluer la foule quand il est dans un cortège qui traverse une ville. Ça, c'est déjà quelque chose qui n'était pas républicain, si vous voulez. Parce que Auriol, veut développer de manière très volontariste la popularité de la 4e République, qui en a bien besoin, et donc il développe la popularité de la 4e République avec le rôle du président. Mais jusqu'alors, ce protocole était vraiment établi et surveillé à la lettre. Et on le voit notamment au niveau des discours. Le président ne peut pas faire un discours de meeting. Il ne peut pas aller au balcon d'un hôtel de ville pour dire « Vive le Québec libre », par exemple. Il ne peut pas faire un discours de plein air. C'est interdit. Donc il fait simplement un banquet à l'hôtel de la préfecture devant 200 ou 300 personnes, et encore son discours ne doit contenir aucune allusion politique. Alors par exemple, il vante, et c'est facile, les mérites de telle ou telle ville, il raconte l'histoire de la ville, et puis le folklore, et il s'arrête là. Donc c'est des discours, si vous voulez, apolitiques, complètement. Et là, le président ne peut pas écrire un discours personnel. Le discours est contrôlé par le Conseil des ministres. Donc il doit avoir l'imprimature, le visa du Conseil des ministres. Tout ça, c'était donc un système de surveillance qui a très bien marché jusqu'à Poincaré, jusqu'à 1914. Mais, et c'est ma 3e partie, je voudrais montrer que ces voyages présidentiels ont été un succès, on pourrait dire symbolique, représentationnel, cérémoniel, mais je voudrais montrer qu'en fait, ils ont aussi, finalement, et en fait assez vite, ils ont aussi été un instrument politique. Et cette fois-ci, politique au sens concret du terme. Ils ont permis au président de gagner un pouvoir, pas seulement symbolique, mais un pouvoir dans le processus de décision. Un pouvoir pour influencer les prises de décision politiques. Alors, comment ça s'est passé ? Ça s'est passé de plusieurs manières. D'abord parce que la répétition des voyages a eu un effet sur l'Élysée. Comme je le disais tout à l'heure, à l'Élysée, c'était quasiment une maison vide. Il y avait juste 2 ou 3 conseillers qui se perdaient dans les grands salons de l'Élysée. Mais ça commence à changer. Ça commence à changer parce que ces voyages demandent une organisation. Et demandent une organisation rationnelle. Et on voit, je pourrais vous donner des détails tout à l'heure, on voit comment l'Élysée s'est progressivement transformé dans son mode d'organisation. Est devenu, les rôles se sont de plus en plus rationalisés. Et à partir de 1900, on a un véritable cabinet civil, c'est la naissance du secrétaire général de l'Élysée, qui existe toujours, et qui joue un rôle très important, et c'est un civil, alors qu'auparavant c'était un militaire. Et petit à petit, on voit apparaître un conseiller diplomatique, un conseiller économique, pour arriver finalement, j'enjambe un peu les périodes, pour arriver en 1947 avec Vincent Auriol, qui a vraiment, lui, à sa disposition, la première présidence moderne, qui ressemble déjà très très nettement à ce que De Gaulle aura en 1958. À l'Élysée en 1947,
il y a un inspecteur des finances pour écrire des notes de synthèse pour Auriol sur les questions économiques. Il y a un spécialiste de la diplomatie pour écrire des notes de synthèse. Donc Auriol n'est plus du tout un président comme auparavant, c'est quelqu'un qui peut préparer les conseils des ministres, qui connaît l'ordre du jour à l'avance, qui a des informations et qui intervient dans le conseil des ministres. Il suffit de lire les 7 volumes du journal de Vincent Auriol, qui est une mine absolument formidable pour comprendre le fonctionnement réel. Pas comme le racontent les juristes ou comme le caricaturent des sociologues, mais en historien du politique, on voit comment les choses se passent concrètement. Et le journal de Vincent Auriol, de ce point de vue-là, est absolument passionnant. Donc, il y a d'abord eu cette transformation. Il y a eu un impact réel des voyages symboliques, si vous voulez. Un impact sur le pouvoir politique, les conseillers politiques. Deuxième élément, petit à petit, les présidents vont commencer à montrer le bout de leur nez. Ils vont commencer à subvertir les discours routiniers en discours un petit peu politiques, puis de plus en plus politiques. Et dans l'entre-deux-guerres, vous avez plusieurs présidents, notamment Alexandre Millerand, qui vont utiliser l'opportunité de faire des discours qui sont reproduits dans les journaux pour commencer à insérer des messages politiques. Alexandre Millerand, par exemple, dans ses discours, il va carrément prendre parti pour tel ou tel projet de loi en train d'être discuté au Parlement. Ce qui, ça, était complètement anti-républicain. Le président n'avait pas le droit d'intervenir dans la discussion des assemblées. Et puis il va aller même encore beaucoup plus loin, il va prendre parti en ce qui concerne la politique étrangère. À l'époque, le problème, c'est l'Allemagne. Ce sont les réparations allemandes, que les Allemands ne payent pas. Et donc, Millerand demande et proclame, urbi et orbi, si je puis dire, qu'il faut une politique de fermeté contre l'Allemagne. Et il va défendre, par exemple, dans ses discours, l'occupation de la Ruhr en 1923. Donc il prend, si vous voulez, une position très très claire en faveur d'un type de diplomatie qui n'est pas forcément celui qui est suivi par le président du Conseil, et il se retrouve presque à critiquer son président du Conseil. Et enfin, cerise sur le gâteau, Millerand, alors là c'est dans un de ses derniers discours, c'est le discours d'Évreux, le 24 octobre 1923, Millerand va dans un discours proposer une révision de la Constitution. Donc là on est presque chez Ubu, c'est presque une situation ubuesque. C'est le président de la République qui utilise son discours pour proposer de changer les pouvoirs, et évidemment il propose une révision en faveur d'un renforcement du président de la République. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors certes, à partir de là, l'attitude de Millerand a soulevé une opposition de la gauche, et quelques mois plus tard, Millerand sera obligé de démissionner. Donc là, on est en 1924, et en 1924, on voit que la culture républicaine du 19e siècle est encore très forte. La première tradition républicaine est encore assez forte pour obliger un président un peu new look, un peu moderne, à quitter la scène politique. Mais ensuite, on retrouve ces présidents, par exemple, même Albert Lebrun, qui n'a pas vraiment laissé une grande réputation, utilise à certains moments le discours dans un but de renforcer la politique extérieure de la France. Et puis surtout, on retrouve Vincent Auriol, après la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'il, lui, va utiliser les discours du président de manière, j'allais dire, ostensible, extrêmement forte, notamment avec 2 cibles à partir de 1947, donc vous devinez certainement les 2 cibles, les communistes, qu'il appelle saboteurs, donc il y a quand même plus léger comme manière de parler des communistes. Alors il ne dit jamais le mot communiste explicitement, mais il dit carrément qu'il sabote le redressement économique avec les grèves de 1948. Et la deuxième cible, c'est les gaullistes, c'est le général de Gaulle. Alors là, il emploie aussi des termes, pas des noms d'oiseaux, mais enfin presque, pas des injures vraiment, mais quand même des mots extrêmement violents contre de Gaulle, parce que de Gaulle fait concurrence à Auriol, au temps du RPF. Il fait aussi des voyages. Alors là, de Gaulle, ce sont des voyages où, évidemment, la mise en scène est une personnalisation à outrance du pouvoir. De Gaulle se présente seul à la tribune, en faisant son geste en V, en levant les 2 bras. Il fait des discours aussi de meeting, en quelque sorte. Donc, Auriol attaque ces 2 cibles, et d'une certaine manière, ça marche. Puisque le Parti communiste est quand même relativement marginalisé, et surtout, le RPF
c'est pas la seule raison, hein, mais le RPF termine en eau de boudin. Le RPF est dissous et De Gaulle est obligé d'aller dans le désert. Pas physiquement parlant, mais traverser du désert à partir de 51-52. Donc on a finalement une longue évolution. Et la dernière chose qu'on peut dire sur cet impact politique des présidents de la République, c'est qu'au fond, alors ça c'est plus une hypothèse de ma part, c'est qu'au fond, il y a probablement aussi un impact plus général sur l'opinion publique. À savoir que, à force de faire ces voyages, depuis 1880, jusqu'aux années 50, presque un siècle, à force de répéter ces voyages, à force de répéter les discours où le président se présente comme le père de la nation, celui qui appelle à la concorde des Français, à l'union de tous les Français. À force de faire tout cela, il est probable que l'activisme cérémoniel des présidents a pu créer ce que l'on peut appeler un horizon présidentiel. Une sorte d'horizon d'attente dans l'opinion qui a créé dans l'opinion publique française une image du président qui n'est pas encore la réalité, c'est-à-dire qui n'est pas encore la réalité de pouvoir encore assez limité, mais qui fait qu'à certains moments de crise, vous avez déjà, alors ce n'est pas tous les Français, mais vous avez déjà certains secteurs de l'opinion, et pas seulement la droite, certains secteurs de l'opinion qui pensent, en moment de crise, à un président fort. Par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, on voit ça dans les notes journalières de Poincaré, le journal qu'a tenu Poincaré, on voit qu'il reçoit des personnages, des personnalités, et encore une fois, ce n'est pas seulement des personnalités de droite, c'est aussi des républicains qui disent à Poincaré « Mais, monsieur le président, allez-y ». C'est-à-dire, allez-y, prenez du pouvoir, parlez, faites des initiatives, parlez à la nation, sortez de votre prison de l'Élysée. Alors Poincaré était très légaliste, hein, donc il n'a rien fait de public. Mais Poincaré a réussi quand même, pendant la guerre, à jouer un rôle très important dans la prise de décision, dans les conseils des ministres. Et c'était déjà un premier élément. Puis dans les années 30, alors là c'est encore plus spectaculaire, parce que la vieille culture républicaine commence de plus en plus à être critiquée. Dans les années 30, face à la crise économique et la crise diplomatique, vous avez de plus en plus, y compris à gauche, des personnes qui appellent à un nouveau président de la République qui ait des pouvoirs politiques réels, et qui puisse diriger la France dans le cas d'une guerre, ou qui puisse même diriger la France pour diriger une politique contre la crise économique. Et vous le savez peut-être, il y a des journaux qui s'amusent, si on peut dire, à cette époque-là, à faire des sortes de sondages, des sondages avant la lettre, des votes de paille, pour savoir quel serait le meilleur dictateur. Le meilleur dictateur. Mais attention, le mot dictateur a aussi un sens républicain, depuis l'Antiquité romaine. C'est un dictateur qui renforce les pouvoirs du chef sur une période provisoire, la période nécessaire pour surmonter la crise. Voilà. Et on évoque, et alors très souvent, dans le top 5, les 5 premiers qui sont cités, vous avez le président de la République, même Albert Lebrun. Alors qu'Albert Lebrun, croyez-moi, quand vous lisez un peu ce qu'il a pu écrire, ou sa biographie, c'est pas un personnage charismatique, c'est quelqu'un qui était extrêmement timide, il ne voulait pas de ce pouvoir. Et on l'a bien vu en 1940, lors de la défaite de 1940. Mais il y a quelque chose qui se passe dans l'opinion. Alors, c'est en partie une création des journaux. Je ne suis pas, naïf sur la notion d'opinion publique. C'est en partie une création des journaux. Mais si les journaux s'amusent à faire ce genre de sondage, c'est bien aussi parce qu'ils savent que ça fait vendre de la copie, ça fait vendre les journaux. Donc il se passe quelque chose là, il se passe aussi quelque chose dans les mouvements de résistance. Certains mouvements de résistance réfléchissent au renforcement du rôle du président de la République, et même Léon Blum, dans un écrit qu'il a ensuite révisé, mais pendant la guerre, Léon Blum a lui-même pensé au passage à une république présidentielle. Donc si Léon Blum, qui était vraiment l'héritier de la tradition républicaine, si Léon Blum lui-même a pensé qu'il fallait, après la Deuxième Guerre mondiale, passer à une république présidentielle, c'est vraiment que l'idée était dans l'air, si vous voulez. Alors, en conclusion, et pour vous laisser le temps de poser des questions ou de faire des remarques, je crois donc, pour conclure,
que la politique cérémonielle mérite d'être étudiée en histoire. Ça n'est pas simplement des aspects anecdotiques, un peu croustillants, où on voit un président recevoir les félicitations de petites filles des écoles. C'est quelque chose de sérieux, qu'il faut prendre au sérieux, que jusqu'à maintenant on n'avait pas pris au sérieux, mais qu'il faut prendre au sérieux, non pas pour l'étudier comme l'a fait un sociologue, non pas pour l'étudier comme un phénomène de représentation, de routine sociale, mais au contraire comme un phénomène d'inventivité politique. Dans les voyages, dans les discours, il s'est créé quelque chose de politique. De politique d'abord symbolique, médiatique, mais cette politique médiatique a été le support de ce qu'on pourrait appeler un retour du président dans le pouvoir de décision. Et ce retour du président, il se fait bien avant 1958. Auriol, probablement, on peut le considérer comme le personnage politique le plus important de la 4e République. Enfin, je veux dire jusqu'en 1953. Après, René Coty, c'est un peu différent. C'est-à-dire celui qui avait le plus de pouvoir d'influence. Quand le général de Gaulle fonde la 5e République, en 1958, ça n'est donc pas une rupture. Il a en fait à sa disposition un certain nombre d'instruments qui sont déjà mis en place et routinisés. Le voyage, et de Gaulle portera une attention extrême au voyage du président, non seulement parce qu'il capte l'héritage des présidents républicains, mais aussi parce qu'il le fait en tant que militaire. Et en tant que militaire, de Gaulle a toujours été très attentif à la tournée des popotes. Vous savez, la tournée des popotes, c'est quand on fait la tournée des différents régiments, quand le général en chef va visiter et réconforter, c'est ce que faisait Napoléon, réconforter les militaires, les simples soldats sur place. Et pour de Gaulle, c'était essentiel. De Gaulle se méfiait beaucoup des états-majors, parce que pour lui, l'état-major, c'était la bureaucratisation de la stratégie. Et pour de Gaulle, vous le savez certainement, de Gaulle considérait que la stratégie, c'était s'adapter aux circonstances. Et s'adapter aux circonstances, on le voit quand on est sur le terrain. C'est ça la force cuirassée, hein, les chars, c'est s'adapter sur le terrain. Donc de Gaulle va lui aussi faire beaucoup de voyages, et il va aussi faire beaucoup de voyages à l'étranger. Hein. Il y avait déjà des voyages à l'étranger sous la 3e et la 4e, mais en petit nombre. Alors, évidemment, de Gaulle apporte quelque chose de neuf. Je ne vais pas pousser ma thèse trop loin. Il apporte quelque chose de neuf, qui est évidemment sa légitimité historique gagnée dans le combat de la Deuxième Guerre mondiale. Donc ce que l'on peut dire, c'est que la 5e République, du point de vue du succès présidentiel, le succès que va avoir par exemple les élections présidentielles, c'est en fait la rencontre de ce long travail effectué par la 3e et la 4e République avec l'équation personnelle de Gaulle, avec sa légitimité historique gagnée dans le combat contre le nazisme. Alors, les voyages présidentiels aujourd'hui, pour terminer sur ce dernier point, ils sont toujours fréquents, très nombreux, parce que notamment on peut les faire en une seule journée, ce qui n'était pas possible à l'époque de la 3e République, mais ils ont beaucoup changé. Par exemple, ils ne s'accompagnent plus de foule, ça n'est plus un succès public, et même à certains moments, ça peut être l'objet d'hostilité. On l'a vu dernièrement, on l'a vu avec Sarkozy ou avec François Hollande. Mais le voyage, le fait d'aller prendre la température de l'opinion concrètement, reste une fonction essentielle du statut présidentiel. C'est cette fonction où le pouvoir prend figure. Il y a une figuration du pouvoir. Et c'est un élément encore absolument essentiel, même si les présidents de la 5e ont maintenant des pouvoirs juridiques, ont des pouvoirs politiques, ils gardent précieusement ce pouvoir-là. Ça reste un atout extrêmement important. On pourrait s'amuser à faire les réélus et les battus. Si vous voyez, si on prend les présidents de la 5e, on regarde ceux qui ont été réélus et ceux qui ont été battus au moment d'un deuxième mandat. Les réélus, c'est par exemple François Mitterrand. Et François Mitterrand a pris un soin extrême à ses voyages, à ses discours publics, à entretenir son image de père du peuple, de père de la nation, de Dieu, comme disait la télévision à cette époque-là, parce qu'il avait réussi à maintenir, malgré son bilan économique et social très mauvais, il avait réussi en 1988 à continuer à habiter ce personnage, cette figuration régalienne du pouvoir, le statut du président. On pourrait dire la statue du président. Chirac, lui aussi, bon, il a bénéficié de circonstances favorables.
C'est-à-dire qu'il a combattu au deuxième tour Jean-Marie Le Pen, mais quand même, lui aussi, malgré son bilan, là aussi quand même extrêmement faible, d'un point de vue non seulement économique, mais aussi politique, puisqu'il avait, la plupart de son mandat avait été un mandat de cohabitation avec Lionel Jospin, il se fait réélire en 2002, c'est pas la seule raison, mais l'une des raisons, c'est que, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il a aussi habité cette figuration du pouvoir. Si on prend les battus, c'est moins évident. Hein. Si on prend Giscard d'Estaing, on peut dire que Giscard d'Estaing, il était beaucoup attaqué par le Canard enchaîné, Le Monde, parce que finalement, il avait aristocratisé la statue du président. Et ça lui a beaucoup coûté. Hein, l'affaire des diamants, pour les moins jeunes d'entre nous, on s'en souvient. Et ça avait probablement... mais il y avait aussi la crise économique et sociale, le chômage important. Ça avait probablement coûté la réélection à Giscard d'Estaing. Sarkozy, là on s'approche du présent, donc je vais rester pudique, je vais rester prudent. Sarkozy, vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'effectivement, c'est ce qui a beaucoup été dit, que Sarkozy, en 2012, il lui avait manqué cette stature un peu de président au-dessus de la mêlée pour pouvoir être réélu. Et je terminerai par François Hollande. François Hollande, on le voit très bien, hein, depuis notamment janvier 2015. François Hollande, pour être réélu en 2017, il a encore des chances d'être réélu, on ne sait jamais en politique. Probablement, ce ne sera pas son bilan économique et social. Probablement que même s'il y a un retour de la croissance, la baisse du chômage ne sera pas encore assez forte. Donc son bilan économique et social restera assez moyen, pour ne pas dire médiocre. Mais il aura quand même, un bilan, comme on dit dans le jargon, sociétal assez bon, avec les réformes de mœurs qui ont été approuvées par une majorité de l'opinion. Mais il aura justement cette possibilité d'être la figure centrale du pouvoir. Et ça jusqu'au bout, comme c'est un élève de Mitterrand, je pense qu'il saura bien le faire, et il le fait déjà bien, jusqu'au bout, il maintiendra, non pas la figure du candidat, parce qu'à ce moment-là, il retombe au même niveau que les autres, il saura jouer jusqu'au bout ce rôle et cette figure du président qui est, comme le dit la formule rituelle, le président de tous les Français. Voilà. Donc, s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Nicolas, d'abord de cet exposé passionnant, passionnant à la fois au fond, puisque tu nous fais découvrir derrière l'apparente banalité de la fonction présidentielle sous la 3e et la 4e, quelque chose qui s'invente et dans lequel, pour partie bien sûr, dans lequel la République gaulienne saura se couler. Et puis, dans la forme, tu montres tout l'intérêt de faire et de refaire de l'histoire politique, parce que quand cet objet est pris par les juristes ou les sociologues, la réflexion est pauvre. Quand elle est prise par l'histoire politique, la réflexion est riche. Alors, une interrogation sur ta matière. Tu opposes en effet la première tradition républicaine du 19e, qui est une tradition de l'effacement de l'autorité présidentielle, à une seconde tradition qui saura ou qui cherchera à réintroduire l'autorité incarnée au cœur de la République. Quelle est la place que tu donnes dès le 19e à un tempérament minoritaire, mais qui est déjà là, qu'on pourrait appeler le tempérament républicain autoritaire, le tempérament républicain présidentiel. Et je pense à plusieurs moments au 19e. Alors bien sûr, tu as parlé du moment boulangiste, qui est important, parce qu'on ne peut pas dire que Boulanger était un général séditieux, il était entouré de multiples républicains. Il n'y avait pas que ça, mais il y en avait.
Mais je pense bien sûr au moment court, bref, mais intéressant, qui est le moment de la Seconde République. Lorsque, à la suite des journées révolutionnaires de 1848, le comité, qui je crois s'appelait le comité de réflexion institutionnelle, je ne sais pas quoi, se met en place pour réfléchir à la Constitution de 1848, comité auquel participe d'ailleurs Tocqueville, c'est très intéressant de voir que toute une partie de républicains ont une véritable image de république forte, avec un président fort en tête, hein, qui est l'image au fond américain. Hein, et les discussions sont très intéressantes même, parce que Tocqueville, qui connaît directement le système américain, en parle à ses collègues républicains, et on cherche à adapter au fond la présidence américaine forte à la réalité française de l'époque. Cependant, ça durera en effet 3 ans, et ça va créer d'une certaine manière ce que tu appelles cette première tradition d'un président faible, parce que, ah bah oui, on a essayé le président fort, mais ça a débouché sur le coup d'État du 2 décembre 1851, et sur cette longue, comment dire, haine des républicains et de la gauche pour un président fort, puisqu'un président fort, ça veut dire quelque part un dictateur. Deuxième moment que moi je trouve intéressant, tu as mentionné son nom, c'est McMahon. Le deuxième président de la Troisième République, qui en effet n'était pas très républicain, quand on connaît son itinéraire, cherche à réintroduire quelque part une sensibilité monarchiste dans la République. Hein, c'est la monarchie républicaine avant que Duverger la conçoive intellectuellement. Bon, il a failli réussir presque à un moment. Certes, il y a la crise de mai 1877, où en effet, il se soumet avant de se démettre, mais il y a eu une tentative au cœur même de la République de faire vivre la République parlementaire avec un président fort. Hein, donc au fond, la tension, oui, il y a un 19e qui s'oppose à un 20e, mais dans le 19e, il y a déjà, je trouve, des tensions qui sont des tensions extrêmement fortes et tout à fait passionnantes. Et puis, dernière remarque, au fond, est-ce que cette résurgence au travers de ce que tu appelles à juste titre la politique cérémonielle, la résurgence au fond d'une figure incarnée, ne signe pas l'échec d'un rêve fou des républicains après la Révolution, c'est-à-dire d'une politique désincarnée. Hein? On le voit lors de la Première République. Ça commence par le comité de salut public, c'est-à-dire voilà, on veut pas, comme on ne veut pas gouverner par une figure qui pourrait rappeler la monarchie. Dans Haï, il y a 24 personnes. 24 personnes, d'ailleurs, très vite, ça devient la dictature d'un seul, mais enfin, c'est pas grave. Puis ensuite, il y a le directoire, 5. Puis ensuite, il y a le consulat, 3. Hein, on a tout essayé, D'ailleurs, en général, ça débouche sur la dictature d'un seul. Hein. Mais il y a ce rêve fou qui traverse tout le 19e jusqu'à une date récente, quoi, d'une politique qui serait désincarnée. Et puis, c'est le retour en force du fait que la politique ne peut pas être désincarnée. Voilà. La République a besoin d'un corps du président de la République, comme la monarchie avait besoin des 2 corps du roi. Voilà. Je vais répondre un par un, je pense, parce que sinon là ce sera trop long. Oui, non, mais je suis d'accord sur la manière dont tu as interprété la conférence. Au XIXe siècle, la tension existe, bien sûr, entre la version d'une république qui serait une république ultra-démocratique, et le rêve de la république ultra-démocratique, c'est en fait même de ne pas avoir du tout de pouvoir exécutif. Et il y a des réflexions qui viennent de certains milieux pour dire, attention, le pouvoir exécutif est important, il y a non seulement un besoin d'avoir un capitaine dans le navire du gouvernement, et il y a un besoin aussi pour le peuple de faire aimer un régime, et on fait aimer un régime, y compris une république, en ayant une figure. Alors, simplement, du point de vue de la chronologie,
sous la Seconde République, les débats constitutionnels sont quand même largement occupés par des personnes qui sont, à cette date, considérées comme républicains, mais qui ne viennent pas de l'histoire républicaine, qui viennent de l'histoire du libéralisme, plutôt de la monarchie, donc la monarchie libérale, et qui ont déjà, en fait, manqué un premier projet, qui était le projet de Louis-Philippe, de la monarchie de Juillet, où c'était déjà le projet sous l'étiquette de monarchie, c'était déjà un projet d'avoir un régime moderne, où le Parlement soit fort, avec un chef d'État fort. C'est ça l'utopie, c'est d'avoir les deux qui sont forts, avec l'étiquette de monarchie. Et c'est dans cette période, on parle déjà de monarchie républicaine. Hein, le terme n'a pas été inventé par, comme tu sais, par Maurice Duverger. Donc ça, c'est un premier rêve qui a été manqué. Donc la séance de rattrapage, c'est la Seconde République, où on espère avoir un Parlement fort et un chef de l'État qui soit fort. Mais quand les républicains, libéraux, monarchistes comme Tocqueville le disent, ils pensent que c'est possible de trouver ce fameux équilibre. De toute façon, toute l'histoire du constitutionnalisme, c'est l'utopie de l'équilibre. Ils pensent que c'est possible. Ils regardent du côté des États-Unis. Mais du côté des États-Unis, à cette époque-là, le président n'est pas fort. Il est plutôt faible. Par exemple, il a très peu de budget. Et j'ai trouvé dans des écrits républicains, des républicains qui étaient pour un président en France, à condition qu'il soit aussi faible que le président américain. Le président américain avait, je crois, un budget de, je voudrais citer de mémoire, de 500 000 $. C'est beaucoup quand même, mais il n'y a pas de cours à la Maison-Blanche. Il n'y a rien de fastueux jusqu'à aujourd'hui. Donc les républicains français étaient assez séduits par ce modèle d'un président humble, modeste, le président américain du 19e siècle. Ils étaient moins séduits par les aspects de corruption et le spoil system. Mais bon, donc on réfléchit à un président, c'est vrai. Certains courants républicains ne veulent pas supprimer le président, mais c'est toujours quand même très ambigu. Hein. C'est quand même très rarement un président qui soit fort. Et puis surtout, là on est avec la Seconde République, et les républicains dont je parlais, la génération Gambetta, c'est les républicains qui subissent le Second Empire. Donc là c'est un peu la deuxième lame du rasoir. C'est-à-dire que là, le Second Empire, c'est une dictature, un régime autoritaire, enfin, il est vu comme ça par les républicains, et c'est surtout la détestation du Second Empire qui explique la méfiance à l'égard d'un président fort, dans les circonstances de 1870-1871. Alors, MacMahon, oui, MacMahon, moi je suis d'accord, ça a failli réussir. Ça a failli réussir. On n'a peut-être pas choisi une personnalité suffisamment intelligente du point de vue politique. Donc il était plutôt mené par des conseillers comme Albert de Broglie, mais la stratégie d'Albert de Broglie n'était pas idiote du tout. Elle a failli réussir. Et alors c'est pour ça que justement dans mon livre, je consacre un chapitre à ce moment, le moment de l'Assemblée nationale, pour montrer que quand même, on est dans la tension, hein, on est dans l'ambiguïté. Parce que la création de la Troisième République, les vrais fondateurs constitutionnels, ce n'est pas des républicains, c'est des monarchistes. Parce que le fait de définir la présidence de la République comme cela a été défini, c'est-à-dire un président de la République qui soit irresponsable, donc complètement coupé du Parlement, dans l'esprit de ceux qui l'ont écrit, ça n'est pas un défaut, ça n'est pas un handicap. Au contraire, c'est le moyen de maintenir le président de la République comme un personnage au-dessus de la mêlée. En fait, comme un monarque républicain. Donc dans l'immédiat, ce monarque républicain qui n'a pas de pouvoir, parce que si on a du pouvoir, on se mouille les mains, on met la main dans le cambouis. On prend parti. Si on prend parti, on ne peut plus être reconnu comme le chef de tous les Français. C'est toujours ce dilemme. Donc ce monarque républicain, qui va être le président de la Troisième République, il n'a pas de pouvoir, du point de vue politique, mais il a conservé, en fait, ce podium, le fait d'être au-dessus de la mêlée. Donc sur le moment, c'est plutôt un signe de faiblesse, et on s'est beaucoup moqué de la faiblesse des premiers présidents. Mais petit à petit, ça travaille dans les têtes. Et cette posture du président qui est au-dessus des partis et qui donc parle dans un autre registre que le registre du politique, il parle dans le registre national, ça devient un atout, progressivement. Et ça devient un atout avec Poincaré, Millerand et Auriol. Merci Nicolas pour cet exposé.
Enfin, à t'écouter, je comprends mieux la trajectoire des espaces d'où je viens, l'espace du post-colonial et avec toute notre petite dictature tropicale. Parce que je me demandais toujours, enfin je comprends mieux, parce qu'on a toujours parlé d'hommes forts, guide providentiel et tout et tout. Là, du coup, je comprends un peu, enfin il y a une généalogie de ces appellations-là. Mais j'ai une préoccupation parce que j'ai l'impression, à t'écouter, tu vas me corriger, que tu utilises peut-être de manière substitutive homme fort et président fort. Donc je voulais savoir si tu distingues les deux, parce que dans le contexte dont je suis familier, en fait on a eu une succession, une prolifération d'hommes forts justement, mais pas de président fort en ce sens que l'institution est confondue avec le sujet qui se l'approprie. Donc je ne sais pas si tu fais une différence à ce sujet-là. Et ça, c'était la première question. La deuxième, c'est par rapport, comment est-ce qu'on peut expliquer ce passage d'une présidence effacée, presque anodine, on a la 3e et la 4e République, à une présidence agitée, tapageuse et gesticulatoire à la Sarkozy. Je pense que c'est l'exemple le plus notable. Qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que c'est dû à cette réalisation qu'il y aurait un besoin de visibilité, et dans ce cas, c'est une survisibilité? Est-ce qu'on aurait pris conscience d'une opinion publique, si elle existe? Bon, en fait, comment est-ce que tu as réfléchi à cette transition-là qui s'opère, n'est-ce pas, entre les deux espaces? Merci. Oui, alors dans la conférence, quand je parlais de homme fort et de président fort, je ne faisais pas vraiment de différence, mais tu as raison, ça n'est pas la même chose. Quand je parlais de homme fort, ça voulait dire un homme qui habite une institution et un statut qui soit juridiquement et politiquement fort. Donc c'est le statut qui absorbe la personne et pas l'inverse. Alors qu'en Afrique, c'est la personne qui absorbe le statut et les règles. Donc le président fort, c'est pas un dictateur, c'est pas un homme providentiel. Hein, c'est presque même son contraire. Et pour répondre à ta deuxième question, alors la transition, justement, c'est ce que j'essaye de faire dans mon livre, c'est que j'essaye de montrer que c'est une longue transition, qu'on ne peut pas dire que tout ce qu'il y a avant 58 était nul, et tout ce qui commence en 58 est super fort. Et qu'en fait, il y a un long travail de transformation de l'exécutif, qu'en fait, l'exécutif pose problème déjà au XIXe siècle, il pose problème par sa faiblesse, et maintenant, je pense qu'il pose problème par, comme tu dis, sa survisibilité, ou par sa trop grande force, ou en tout cas une force qui n'est pas au service de l'efficacité. Donc l'exécutif, le thème de mon livre, c'est que l'exécutif est la problématique centrale de la démocratie. L'exécutif, c'est l'épine dans le talon d'Achille. C'est le problème permanent. Soit on le rend trop faible, et donc c'est un problème, soit on le rend trop fort, et c'est aussi un problème. Donc aujourd'hui, on est dans le problème inverse de la Troisième République. Ça, c'est plutôt mon opinion personnelle. La transition, elle se fait pour plusieurs raisons. Là, j'ai présenté une raison dans la conférence, qui était la thématique de la politique cérémonielle. Mais ça n'est pas la seule raison. Dans mon livre, j'ai plusieurs parties. Ça, c'est une seule partie. Et j'ai aussi des parties qui présentent la transformation. Alors, c'est plus technique. C'est la transformation du gouvernement, du mode d'organisation du gouvernement. Et puis, j'ai aussi une partie sur la transformation des relations entre le pouvoir civil et le pouvoir militaire. Voilà. Parce qu'il y a toute une histoire qui se termine avec De Gaulle, une histoire qui montre que le pouvoir militaire, qui avait d'abord été mis à distance du pouvoir civil, a finalement réintégré le pouvoir civil. Bon, voilà, donc je ne peux pas te répondre en 5 minutes, parce qu'en fait, il faudrait résumer presque tout le livre. Alors, je crois qu'il faut prendre le micro. Je suis très ravi d'être ici parce que je veux employer le vous, parce que vous êtes mon professeur. Et, je suis aussi content de pouvoir apprendre. Et c'est avec quiétude que j'ai appris l'histoire de la France, allant de la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième République. Bon, ma mémoire n'est pas aussi fiable pour réciter les dates comme vous l'avez fait, mais j'aimerais au moins passer de la troisième, la quatrième, peut-être
essayer de comprendre le régime de la Ve République. Quand je m'attelle sur la Troisième République, vous avez parlé d'un Parlement qui avait le contrôle, où le président était en quelque sorte faible. Mais toutefois, cette faiblesse n'était pas totale. Et nous sommes arrivés à la Quatrième République. Et à la Quatrième République, je me rappelle, nous avons le régime de Vichy. Et si je saute aussi à la Cinquième République, qui est née avec le président de Gaulle en 1958, nous avons remarqué que le président François Mitterrand a farouchement critiqué le gaullisme, mais en devenant président de la République, il était obligé de travailler avec des institutions qu'il a aussi critiquées. Et il a vécu la première cohabitation. Et malgré cela, on a vu, il y a eu en quelque sorte les débats présidentiels, les grands débats présidentiels entre le président Giscard d'Estaing et François Mitterrand. Et ce débat présidentiel a essayé de... Ici, nous avons les Français, presque beaucoup de Français à l'époque avaient la télévision. Ils ont pu comprendre ce qui se passait en ce qui concerne la politique intérieure. Et ma question ici se pose au niveau du pouvoir exécutif qui est bicéphale, où on a le Premier ministre et le Président de la République. Ne pensez-vous pas que cela aussi a affaibli en quelque sorte la fonction présidentielle? Et vous avez aussi allé un peu en avant en parlant du 19e siècle aux États-Unis. Aux États-Unis, au 19e siècle, je crois que le président de la République était fait parce qu'on parlait du gouvernement de juges à l'époque. Il y avait un gouvernement de juges, et c'est à partir des années 1933 avec Roosevelt et avec la crise, et les présidents de la République ont commencé à avoir une certaine primauté. Et moi, je m'arrête sur la cohabitation. Et qu'est-ce que vous pensez de la cohabitation avec la faiblesse du régime, c'est-à-dire du présidentialisme en un mot? Et quelles sont les perspectives? Qu'est-ce que vous prévoyez comme méthode pour pouvoir équilibrer le pouvoir du président de la République qui est très fort, parce qu'on pourrait peut-être penser à arriver à des régimes pas peut-être aussi totalitaires comme chez moi en Afrique, mais si le président est très fort, et il peut arriver que le président peut à un certain moment prendre des décrets lois. Je ne sais pas si je suis sûr de ce que je dis. Et qu'est-ce que vous avez prévu pour affaiblir ou bien équilibrer ce pouvoir présidentiel? Merci. Merci Aimé. Alors, je vais répondre à un ou deux éléments. D'abord, ce qui me semble intéressant dans ce que tu as dit, c'est effectivement comment a évolué la gauche, d'abord. Sous la Ve République. La gauche a d'abord été très hostile au début de la Ve République, parce qu'il y avait finalement l'héritage de la première culture républicaine, et François Mitterrand, par exemple, en bon opportuniste, il a utilisé cette culture républicaine au début de la Ve République pour critiquer ce qu'il voyait être comme un pouvoir excessif du président. Il a fait le coup d'État permanent. Et ensuite, il s'est rallié, bien avant d'être élu, il s'est rallié à l'institution présidentielle, au régime de la Ve République. Et c'est un élément que François Mitterrand a finalement apporté ou donné à ce qui est maintenant la gauche socialiste en France, c'est en fait, jusqu'à François Hollande, un accord, en tout cas de ceux qui arrivent à la présidence, un accord sur les éléments essentiels de la Ve République, et notamment le présidentialisme. Donc ça, c'est un élément fondamental de l'évolution de la gauche. Et là, je donne maintenant mon opinion, c'est un élément fondamental de l'éloignement de la gauche par rapport à ses propres idéaux, de s'être converti à un présidentialisme unilatéral. Et la gauche, depuis les années 60, même si c'est dans ses programmes de manière récurrente, la gauche ne s'est pas proposé de manière cohérente un programme de révision constitutionnelle. C'est un sujet qui revient de temps en temps, qui a permis par exemple de lancer la carrière de Montebourg, mais ensuite qui est abandonné. Voilà. Et là, il y a un manque, en fait, à gauche, je parle de la gauche gouvernementale, sur ce sujet-là.
Alors moi, personnellement, si j'avais des propositions à faire, parce que je réponds à la question, je suis historien, mais à la fin d'un livre comme celui-là, oui, je me suis dit, tiens, dans l'absolu, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Oui, j'ai quelques idées. Alors, par exemple, je pense qu'un élément qui est fondamental, c'est de ne pas faire comme les juristes. Il ne faut pas essayer d'écrire une constitution, il faut plutôt essayer de changer les moyens concrets. Les moyens concrets. Et je pense, par exemple, que le Parlement en France est très pauvre. En France. Très pauvre. Que les parlementaires ont très peu de conseillers autour d'eux. Ils ont beaucoup de mal à travailler. Donc un élément fondamental, ce serait par exemple de transférer la technostructure, les bureaucrates, mais qui sont très compétents à leur manière, qui travaillent uniquement pour l'exécutif, les transférer dans le législatif. Que le pouvoir d'expertise soit aussi dans le Parlement et pas seulement dans l'exécutif. Donc c'est plutôt ce genre de réforme que je préconise. Oui, j'ai tout simplement une remarque à faire. Merci pour ton exposé. À la fin du 19e siècle, la France, tout à coup, a voulu se créer ce mythe de Vercingétorix comme unificateur et héros national, le chef qui aurait rallié toutes les tribus gauloises, etc. Cela rentre, il me semble, dans ton exposé et qui voulait peut-être montrer qu'il était possible d'avoir un chef fort. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce phénomène? Oui. Alors, le culte, on peut dire, enfin en tout cas l'histoire de la Gaule, de Vercingétorix, c'est effectivement une affaire républicaine. C'est l'université républicaine, des historiens républicains qui ont eu tendance à réhabiliter les Gaulois, et notamment Vercingétorix dans son rôle de chef politique. Alors, c'était en fait dans une perspective de réhabilitation d'une histoire nationale. Alexis parlait tout à l'heure de généalogie, donc ça fait partie de cette généalogie républicaine. On essaye de trouver dans l'histoire, dans le passé français ou gaulois, des éléments en quelque sorte réconfortants, des éléments positifs. Donc on trouve des éléments positifs ici. Mais ça ne va pas tellement plus loin. C'est-à-dire que l'exemple gaulois avec Vercingétorix ne franchit pas l'étape d'une réflexion qu'on pourrait appeler de politique constitutionnelle. On ne va pas chercher chez les Gaulois un exemple de régime politique. Donc là, pour le coup, les Républicains ont fait une opération de réhabilitation. Il y a des noms de rues à Paris, rue Vercingétorix, rue d'Alésia, etc., rue de Gergovie, mais ça ne va pas tellement plus loin. Pour l'idéal de politique constitutionnelle, les Républicains continuent à taper, à prendre leur source dans la République romaine, essentiellement, beaucoup plus que la Grèce, la République romaine. Est-ce que tu peux sortir? Est-ce que tu peux Merci à tout le monde.